Alors, on va enchaîner avec Roland Landman. Roland, tu es là toujours? Oui, je suis en ligne, je suis en Bon, ligne. super. Donc, on va lancer ta vidéo et puis après, on écoutera les questions. Merci. Bonjour à tous, je suis le docteur Roland Landman. Je travaille à l'hôpital Bichat en service de maladies infectieuses et à l'IME où je dirige la recherche clinique. Et je remercie les organisateurs de m'avoir invité pour discuter des antirétroviraux long-acting, de longue durée d'action, et quelle place pour ces nouveaux antirétroviraux injectables au sud, à la fois en PrEP et en traitement. Donc si on revient sur la notion de long-acting, ça s'inscrit dans une longue évolution continuelle des antirétroviraux, pour les plus anciens depuis l'AZT, avec surtout une première phase qu'on a connue à partir de 1995 de trithérapie avec des inhibiteurs de la protéase et des analogues non nucléosidiques. Ensuite, dans les années 2000-2010, il y a eu une sélection naturelle des médicaments les mieux tolérés. On est passé ensuite à partir de 2008 sur la simplicité du traitement avec les single tablet regimens, c'est-à-dire les traitements combinés, trithérapie combinée en une seule prise quotidienne, une seule gélule ou un seul comprimé. On a travaillé ces 10 dernières années sur les bithérapies, des allègements, des schémas intermittents, notamment ici à l'IMA sur les schémas de type quatuor, 4 jours par semaine. Et est arrivé à partir de 2021 beaucoup de communication sur des traitements de longue durée d'action, à savoir de passer d'une forme orale quotidienne à des formes injectables, beaucoup de discussions sur des implants, voire des antirétroviraux au niveau intravaginal. Donc c'est un gros développement de médicaments qui est en cours et il est temps de se poser un tout petit peu pour voir la place que ça pourrait prendre au sud. Alors au sud, concernant les trithérapies orales combinées, en 2022, ça repose essentiellement sur les 2 trithérapies que vous voyez en haut en bleu, qui sont les favirenz, le FTC, le tenofovir, et puis une schéma de l'OMS depuis quelques années qui pousse à un schéma unique avec le dolutegravir, XTC et tenofovir, qui existe sous forme combinée au sud, pas au nord, et vous avez tout autour d'autres formes combinées qu'on utilise régulièrement au nord. Donc, à partir d'un schéma qui devient assez uniciste au sud, on est en train de voir s'il y a une place encore pour une amélioration sur des formes injectables. Alors vous avez ici tous les composés, toutes les molécules en développement, je ne vais pas revenir là-dessus, qui soient à la fois des anticorps monoclonaux, des nouveaux non-nucs, des nouveaux non-nucs, des inhibiteurs d'intégrase sous une forme séparée pour le bictegravir, des nouvelles inhibiteurs de la protéase, un inhibiteur de capside, le nenacapavir, qui va avoir probablement une grande importance, des inhibiteurs de maturation et des topiques au niveau vaginal qui sont développés ou en plein développement. Juste à titre d'exemple, qu'est-ce que ça peut donner un long acting? Si vous regardez l'enacapavir, à gauche, vous avez la dose orale, vous avez les durées d'action en jours après des comprimés, avec des durées d'action qui sont déjà assez longues en jours, à 8 jours ou à 12 jours. Et vous avez une forme sous-cutanée qui permet à 900 mg en forme sous-cutanée d'avoir une efficacité qui reste tout à fait égale au bout de 6 mois. Donc c'est extrêmement intéressant d'avoir déjà des schémas qui nous donnent une perspective de schéma 2 fois par an. Concernant les anticorps monoclonaux, il y a beaucoup de candidats, il y a pour l'instant, c'est vraiment du développement encore en amont, mais vous voyez qu'on est sur des perfusions qui devront avoir lieu tous les 2, 3 ou 6 mois, comme perfusion possible, comme type de médicament, mais là, c'est encore du développement. Dans ce schéma un peu chargé de la VAC, qui reprend un peu toutes les thérapeutiques en développement qu'on pourrait utiliser dans le cadre de la prévention, il y a beaucoup de molécules qui sont développées soit au niveau de start-up, soit au niveau de grands groupes de l'industrie pharmaceutique, soit au niveau académique. Je ne vais pas tous les citer, mais en gros, vous voyez qu'il y a un énorme développement de molécules. Tout le monde cherche sur les différentes formes de dispensation, d'implants, de micropatchs, de sous-cutané, de film vaginal, de gel, qui sont encore en développement, et ce qui prouve qu'il y a quand même une grande recherche dans le domaine des antirétroviraux qui ne s'est pas du tout arrêtée. Alors si on reprend les principales molécules en PrEP et en traitement qu'on peut disposer à l'heure actuelle, pratiquement, il y a d'abord le cabotegravir, qui est un inhibiteur d'intégrase,
qui, en tout cas, se donne, on va le voir, dans la PrEP, une injection toutes les 8 semaines, qui se donne associée à de la rilpivirine injectable sous forme dans le traitement, une fois toutes les 8 semaines aussi. La dapavirine, qui est un nanovaginal qu'on utilise dans la PrEP tous les 3 mois, l'islatravir qui est en développement, en fonction si c'est du traitement ou de la PrEP, ça peut être une fois par jour, une fois par semaine ou une fois par mois, mais qui a eu quelques soubresauts dans ce développement. Le lenacapavir, dont on vient de parler par voie orale, et le lenacapavir, surtout dans sa forme PrEP ou de traitement par voie sous-cutanée, une fois tous les 6 mois. Et là, je vous ai cité un anticorps monoclonal tous les 2 mois qui est en développement dans la PrEP. Donc, dans le traitement, si on revient à la notion de traitement, on utilise aux États-Unis et en Europe la combinaison long-acting cabotegravir rilpivirine, dont l'indication est le traitement chez les patients parfaitement contrôlés virologiquement. Vous avez ici un bref résumé des 3 grosses études Atlas, Flair, Atlas 2M qui ont permis l'enregistrement de ces molécules, qui montraient leur non-infériorité par rapport à des schémas par voie orale avec des trithérapies classiques, et le fait qu'un schéma une injection tous les 2 mois était non inférieur à un schéma en injection tous les mois, et c'est plutôt tous les 2 mois qui s'est imposé en Europe et qui est commercialisé depuis quelques mois. Et puis il y a eu du développement chez les adolescents, on y reviendra. Alors, bien entendu, nouvelle présentation, nouvelle dispensation ne veut pas dire absence d'échec, et les analyses ont montré que pour l'utilisation du cabotegravir et de la rilpivirine, donc le cabotegravir qui est un inhibiteur d'intégrase et la rilpivirine qui est un analogue non nucléosidique, il y avait des facteurs de risque d'échec. Et si on cumule plusieurs facteurs de risque d'échec qui combinent essentiellement des mutations de résistance à baseline sur la rilpivirine, un sous-type particulier, le A6A1, le surpoids des patients qui sont supérieurs à 30, voire les concentrations à S8, qui, si elles étaient faibles, on augmente considérablement le risque d'échec virologique et la sortie de mutations de résistance. Donc, c'est pas neutre et il faut prendre en compte les données virologiques et les données de baseline sur les risques d'échec de cette stratégie, qui est la première stratégie de long-acting tous les 2 mois qu'on utilise pour l'instant. Donc, en gros, pour l'instant, la véritable indication du cabotegravir rilpivirine, c'est des patients en succès virologique qui n'ont pas d'antécédents particuliers, qui ont une histoire thérapeutique extrêmement bien claire, où il n'y a pas eu d'échec, il n'y a pas de risque de mutation de résistance, et pour lesquels on va changer un petit peu la dispensation, à savoir des injections intramusculaires au niveau glutéal, qui peuvent être faites le plus souvent au nord par des infirmières directement à la consultation, mais tous les 2 mois, ce qui change un peu des schémas de dispensation actuels et de visite de nos patients qui avaient lieu tous les 6 mois. On peut envisager de faire pratiquer en pharmacie, il y a des collègues qui réfléchissent à ça, et puis mais il faut penser aussi à prescrire systématiquement des formes orales en cas d'imprévu, parce que s'il y a un délai qui s'étale au-delà de 2 mois, il y a un risque d'échec, et donc il faut pouvoir repasser une forme orale. Il y a donc toute une gestion des stocks de médicaments qui est importante. Alors, spontanément, lorsqu'on parle de long-acting, on s'est dit, bon, c'est formidable, ça va être très intéressant pour des patients qui sont inobservants, qui avaient une observance faible. Sauf que, bien entendu, quand on voit les contraintes, notamment sur le fait de ne pas avoir d'antécédents de mutation de résistance, on n'est pas sûr que ce soit au final le bon profil de patient pour des long-acting de ce type. Donc, il y a des études en cours, notamment à CTG, qui s'interrogent sur l'efficacité quand même pour des patients qui ont été en échec pour inobservance ou observance faible, sous antirétroviraux par voie orale, de passer à une forme injectable. Est-ce qu'il faudra aller avec des incitations financières, faire des bus qui feront de la dot pour faire des injections auprès de ces patients? Tout est ouvert, mais pour l'instant, on n'a pas la réponse si c'est très efficace et si on augmente le taux de succès virologique chez ce type de patients. Alors, qu'en est-il en Afrique subsaharienne? Alors, pour l'instant, il y a peu de données, ou je dirais très honnêtement, il n'y a pas de données sur l'utilisation en traitement. Il y a des études qui se mettent en place, je les ai résumées ici, Impala, Lata et CARES, qui sont des études qui ont lieu essentiellement en Ouganda, Kenya et Afrique du Sud, et qui s'adressent à des populations différentes. Au mois de juillet 2022, elles n'avaient pas encore recruté. Donc, la première population, c'est des facteurs de risque dans les populations à risque de non-observance, MSM, transgenres, travailleurs du sexe, toxicomanes et des jeunes gens. La deuxième s'intéresse à des adolescents entre 12 et 19 ans.
Et la troisième, c'est plus généralement ce qu'on a vu au nord, des patients contrôlés virologiquement sous dolutegravir ou névirapine ou efavirenz avec du tenofovir et du XTC, et avec un schéma comparateur avec de la cabotegravir et pivirine tous les 2 mois. Ce qui est intéressant, c'est un peu l'expérience de nos collègues au sud, notamment au Sénégal, avec les différentes équipes de Soltis, de l'IRD, Bernard Taverne, nous a parlé de son résultat sur TransVIH-MI, TV Access, qui est une étude qualitative chez les personnes qui vivent avec le VIH sur cette notion de traitement injectable, qui est intéressant parce que il faut essayer de comprendre. On est encore dans une phase où il n'y a pas une implémentation réelle de ces traitements. Il faut savoir un peu l'acceptabilité tant pour les soignants que pour les patients de cette idée de traitement par voie injectable. Donc, ils ont fait une étude qualitative très récente avec des entretiens très poussés. Ce qui est intéressant, c'est ce qui ressort des discussions avec déjà les patients, qui est ce phénomène qu'on a connu pour certains patients au nord de lassitude, de routine avec les traitements antirétroviraux par voie orale et de stigma, de devoir tout le temps se cacher pour que les gens ne sachent pas de quoi tu souffres, gestion du secret, garder les comprimés à l'abri des regards. Je suis sur le qui-vive pour que personne ne découvre mon secret. Et moi, ça me fait, malheureusement, je vois que la problématique du stigma n'a pas évolué en 20 ans, puisque c'est les mêmes questions qu'au moment de l'introduction des antirétroviraux qui restent totalement entières. Alors, les injectables sont perçus comme un gain de discrétion. Ne pas se cacher, ne pas les cacher. On irait dans un centre, on ferait la piqûre, on oublie. La même chose, voilà, l'espoir de s'affranchir des contraintes. Plus personne ne pourrait voir que tu prends des comprimés. On n'aura pas à justifier, il n'y aura plus de soupçons. Et puis l'espoir d'un allègement psychique, et un gage de tranquillité, j'aurais pas à réfléchir, à prendre les médicaments, je dors sans m'inquiéter. Du côté des soignants, c'est un peu plus complexe parce que ça oblige à une réorganisation de la prise en charge et du circuit de soins, puisque vous aurez à la fois à gérer des injectables et des comprimés, comme on vient de citer, maintenir la confidentialité et surtout l'approvisionnement qui reste toujours une préoccupation majeure au Sud. Et puis, en fait, des enjeux d'équité, de pérennisation et de coût, puisque pour l'instant, on n'est même pas encore rentré dans la question du coût de ces injectables. Alors, autre population très à risque, ce sont la population pédiatrique, puisque vous savez que dans cette population, au nord comme au sud, Pierre Frange a partagé ses diapositives avec nous, c'est un taux de risque de résistance qui est beaucoup plus élevé que dans la population adulte. Ça a été largement documenté. Mais il y a eu une approbation de Cabo-Rilpi suite à l'étude MOCHA aux États-Unis par la FDA pour les adolescents de plus de 12 ans et de plus de 35 kilos, qui fait que cette stratégie est approuvée au niveau de la FDA et devra avoir des répercussions au niveau européen et surtout du Sud. Et d'ailleurs, on voit quand même que les défis en pédiatrique, notamment au Sud, sont quand même très importants, avec des études chez des adolescents qui ont été interrompus, inobservants, qui ont été interrompus, l'étude Impact 2036 chez les moins de 12 ans, entre 2 ans et 12 ans, qui devrait démarrer, l'étude Impact 2040 pendant la grossesse et postpartum chez les femmes en succès virologique, qui n'a pas commencé, et bien entendu la question de la transmission materno-fétale. Avec ce type de médicaments, d'injectables, est-ce que ça sera efficace? Ça reste une question ouverte. Nos collègues du Nord et du Sud, avec le réseau EVA, s'intéressent déjà un peu à voir le profil dans leur réseau de Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Cameroun, Burkina, sur 7 sites, qui suivent 883 adolescents, de voir un petit peu les indications. Est-ce qu'il y a des contre-indications médicales? Est-ce qu'il y a des contre-indications virologiques pour pouvoir implémenter ou pas cette possibilité de Cabo-Rilpi? Et donc, ça pose des questions d'organisation des services de pédiatrie, de la logistique, du financement, de la conservation, de la formation des professionnels. Et bien entendu, du même type que ce qui a été fait pour les adultes à Dakar, il y aura des études qualitatives et quantitatives sur la perception. Donc, c'est pas simple. Cabotegravir et pivirine en traitement intramusculaire au Sud, il y a des avantages et il y a encore beaucoup de barrières. Alors, avantage, c'est que ça permet d'offrir des réponses peut-être à la stigmatisation, de revenir peut-être sur certains programmes de DOT. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une bithérapie efficace, sans NUC, ce qui peut évidemment répondre à certaines questions. Et puis, quand les barrières, c'est qu'on a très peu de données au Sud.
On a des surcharges d'organisation qu'on a déjà expérimentées au nord, qui seront aussi les mêmes au sud. On va avec une augmentation du nombre de visites, tous les 2 mois, avec le transport des patients, les déplacements, versus 3 à 6 mois, la chaîne du froid pour ces médicaments, le coût qui n'est pas encore résolu, surtout l'histoire thérapeutique, l'historique thérapeutique, voire des génotypes, mais qui sont peu présents dans les dossiers des patients, de prévoir les formes orales en cas d'oubli, et puis de changer d'un programme qui s'était mis en place sur un programme global basé sur dolutegravir, tenofovir XTC, pratiquement en première ligne, en deuxième ligne, à un programme qui devrait être un programme ciblé. Donc, on aura un changement un peu de paradigme, de réorganisation, de discussion autour des dossiers. Donc, on va passer à la PrEP. Donc l'utilisation de ces long-acting dans la PrEP. Donc le point clé, c'est que le constat sur la PrEP, c'est qu'il y a, en l'estimation, c'est qu'il y a 1,5 million de nouvelles infections VIH en 2020, avec une diminution qui n'a été que de 31% depuis 2010, qui est en dessous de l'objectif qui avait été fixé de 75% de réduction. Donc il y a eu une accélération des programmes PrEP, mais on reste en dessous de ce qui était attendu, puisqu'il y a seulement 28% des 3 millions d'utilisateurs potentiels de PrEP dans l'objectif 2020 qui ont adopté ces stratégies. Donc vous voyez ici la répartition en nombre de patients avec beaucoup de zones où il n'y a pas de data, notamment en Afrique, mais des zones, y compris en Afrique, où il y a quand même une dispensation de PrEP qui s'implémente, en Afrique australe, en Afrique de l'Est, dans la partie centrale un petit peu, qui se met en place en octobre 2022. Et il ne faut pas croire que ça soit une situation aussi simple et résolue au nord, loin de là. Comme on le voit ici aux US en 2020, non seulement vous avez le taux de couverture de PrEP pour des patients éligibles qui n'avaient atteint que 25% des 50% qui étaient à l'objectif, et une grande disparité en fonction des groupes, puisque vous voyez que chez les Afro-Américains, c'était que 9% des populations cibles qui pouvaient bénéficier de la PrEP qui en bénéficiaient, tandis que chez les populations caucasiennes, c'était 66%, hispaniques 16%. Donc il y a des grandes disparités sur l'utilisation de la PrEP que l'on connaît. J'ai pas fait le distinguo ici homme-femme, qui est très en faveur des hommes et très peu en faveur des femmes. Alors ce qui a changé, c'est 2 gros essais cliniques. Donc le premier qui s'adressait au nord, qui a clairement montré que l'utilisation du cabotegravir seul en prévention, en intramusculaire toutes les 2 mois, par rapport à la prise quotidienne de tenofovir FTC, de la PrEP habituelle, a permis clairement de réduire le nombre de nouvelles infections de manière très significative, puisque dans le groupe cabotegravir, c'est 12 infections pour 100 patients année et 39 infections sous PrEP par voie orale. On retrouve dans l'HTTN 084 chez les femmes en Afrique subsaharienne des mêmes résultats avec le cabotegravir tous les 2 mois versus la forme orale, avec une diminution très significative de l'incidence, comme vous le voyez sur la diapositive de droite, très en faveur du cabotegravir. Donc, en juillet 2022, c'est très récent, l'OMS recommande l'utilisation du cabotegravir long-acting pour la PrEP, encourage son accès dans les pays à ressources intermédiaires ou faibles et son inclusion dans la recommandation de ces pays. Et le cabotegravir long-acting entre dans la liste des médicaments préqualifiés et l'OMS incite les agences de type Global Fund, UNICEF, United à procurer du cabotegravir long-acting pour ces pays pour la PrEP. Mais les problèmes financiers sont loin d'être résolus. Je vous ai juste remis cette diapositive sur les projections financières en 2022 sur les ressources nécessaires entre les différentes aides multilatérales et unilatérales, que ça soit sur les aides en bas locales, enfin sur les financements par pays, des financements bilatéraux de type États-Unis, le Global Fund ou d'autres bailleurs internationaux. Et vous voyez que sur le programme, déjà, on est un petit peu en dessous, et sur les ressources qui vont être nécessaires en 2025, elles seront estimées à 29 milliards de dollars. Il va falloir quand même intégrer aussi ces coûts sur les PrEP, et il va falloir avoir des PrEP de type cabotegravir au prix le plus bas possible. Donc, en fait, la question c'est, est-ce que les long-acting vont être un game changer, comme disent les Américains, vont changer la donne définitivement sur le traitement antirétroviral par rapport à une voie orale? Alors, clairement, comme toute thérapeutique, tout le monde le sait, une nouvelle option ne peut pas tout résoudre.
Et bien entendu, ce n'est jamais juste le produit. Donc, puisque vous avez besoin d'une efficacité biologique, de dosage, de durée, de voie d'administration intéressante, d'une réversibilité, d'effets secondaires le plus faible possible, vous avez besoin d'un programme qui intègre des nouvelles donnes sur le système de dispensation, une surcharge sur le système de soins, oui ou non, des coûts de production, des coûts dans les programmes, la formation des soignants et le plaidoyer pour obtenir ces nouvelles stratégies. Et puis au niveau de la personne, quid de l'utilisation effective des long-acting, des préférences. Vous avez beaucoup de patients qui préfèrent rester à leur thérapeutique actuelle. Et voilà. Donc cette question une nouvelle formulation, c'est toujours très intéressant, mais c'est un ensemble pour voir si ça va s'implémenter. Donc en gros, pour mes conclusions, on pourrait dire quand même c'est une formidable nouvelle, parce que 40 ans après les premières descriptions de virus, on était passé d'une maladie létale à une maladie chronique avec un seul comprimé par jour, et on voit que le développement se poursuit, tant dans le traitement que de la prévention. Donc il va falloir quand même, dans toutes ces molécules, montrer qu'on démontre un bénéfice sans risque supplémentaire en termes de tolérance ou de résistance, l'implémentation sans déstabiliser les systèmes de santé, l'acceptabilité par les populations cibles. Donc il y a beaucoup de questions qui restent non résolues, qui ont fait l'objet de publications pour dire qu'il y a des problèmes. Le problème des co-infections d'hépatite B, puisqu'il faut toujours du tenofovir. Il faut définir les populations qui pourraient bénéficier clairement des long-acting. On a évoqué le problème des enfants, des adolescents, des non-observants, c'est pas résolu, des femmes enceintes en âge de procréer, donc dans la prévention de la transmission de la tendinofétale, problème des interactions médicamenteuses, notamment avec les antituberculeux, avec le cabotegravir et la ripivirine, c'est pas encore résolu, et problème des allergies qui sont rares pour l'instant avec ces médicaments, sur des médicaments qui restent très très longtemps au niveau des sites d'injection, et voilà. Alors, je dirais, en toute dernière conclusion, je pense que pour l'injectable, au sud, le game changer, en réalité, pour l'instant, c'est la prévention, avec le cabotegravir injectable, qui a démontré son efficacité et qui va pouvoir changer la donne de la PrEP. Le traitement, je ne suis pas sûr que cette génération-là de traitement tous les 2 mois, de type caborilpi, avec les problèmes de résistance au sud, sur l'utilisation antérieure des non-nucs, va pouvoir être vraiment un game changer. C'est intéressant de voir, mais je pense que peut-être la prochaine génération, avec des long-acting à 6 mois, peut-être mieux tolérée, avec moins de risque de tolérance, pourrait à ce moment-là être un véritable game changer dans les antirétroviraux. Je vous remercie, merci à tous. Merci beaucoup Roland pour ce tour d'horizon et cette mise en perspective tous deux très complet. On voit bien les problèmes d'implémentation qu'on va avoir, mais on voit aussi bien tout l'intérêt de ces molécules. On a la chance d'avoir Roland avec nous en ligne et qui va pouvoir donc répondre à vos questions. Donc s'il y a des questions... Oui, on a une main qui se lève, sachant qu'on avait aussi une question de Joseph qui pourrait être posée directement juste après. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question parce que je me suis retrouvée en consultation avec une patiente qui était sous injectable et qui a dû partir précipitamment au pays. Avec des dates qui ne sont pas toujours fixes quand elle arrive à la date de consultation. Et je me dis que ça pose quand même quelques questions parce qu'on sait que le retour au pays est un moment où en fait l'observance est compliquée. Donc il va falloir expliquer à nos patients qu'il faut faire le switch avec la voie PEROFS. Et je voulais savoir si on avait des données sur une éventuelle pardonnance, parce qu'on sait qu'il y a une semaine où on peut se permettre, en tout cas sur caborilpi, pour l'injection, une espèce de pardonnance qui permettrait, et est-ce qu'on a des données sur des résistances virologiques potentielles voilà, par rapport à tout ça? Bon, c'est une très bonne question et qui s'adresse aux patients du nord, voire du sud qui bougent. Il bouge beaucoup au sud aussi. Donc, on a peu de données. C'est des données très strictes de PK qui font que Vive a borné de manière assez stricte à 7 jours la nécessité de repasser à une forme par voie orale. Bon, ça dure un petit peu plus longtemps. Puis il y a quand même une certaine variabilité en fonction des molécules sur le cabo, sur le ripi. Elles ne donnent pas toutes la même PK à 2 mois sur les dosages. Mais qui va prendre le risque en fait, en réalité. De certaine façon, c'est ça l'enjeu. Je veux dire, moi, personnellement, je ne prescris pas
de formes injectables à des patients dont je sais qu'ils vont avoir à un moment un déplacement, sauf à leur donner les formes orales en l'expliquant bien. Et on a très souvent aussi le contraire, c'est-à-dire on a des patients pour lesquels qui interrompent, comme vous le savez, leur traitement antirétroviral parce qu'ils sont coincés au pays pendant 1 mois ou 2 et qui reviennent avec des charges virales détectables. À la limite, je préférais presque qu'ils interrompent pour certains d'entre eux. Je pousse un peu le bouchon, mais voilà, cette gestion va rester problématique. Il y a peut-être un élément complémentaire, au moins pour la PrEP, sur les questions de pardonnance. À Glasgow avait été présenté là, il y a 1 mois des données sur les acquisitions, enfin les séroconversions au cours de la PrEP, et avec les profils de patients différents profils de patients, et ce qui était observé, c'est que globalement les patients qui acquéraient après 10 semaines de retard, eux n'avaient pas d'acquisition de résistance. Par contre, tous ceux qui acquéraient soit sur une observance imparfaite, soit sur une infection par le VIH au début de la PrEP, ou qui malheureusement prenaient très bien leur traitement mais ont quand même acquis le VIH, eux avaient un impact très important sur les mutations au cabotegravir. Mais au-delà de 10 semaines, a priori, l'impact sur la résistance était peut-être moindre pour la PrEP. Ça, tu as raison, c'est pour la PrEP. Maintenant, sous-traitement avec une charge virale potentielle en dessous très élevée, c'est une autre affaire. Oui, donc je reviens sur la question que j'avais, puis je vais la compléter du coup, qui est, est-ce qu'on peut se permettre, en fait, si quelqu'un qui est sous cabotegravir s'infecte et a une résistance à cabotegravir, est-ce que du coup, il y a des risques importants sur sa prise en charge future ? La question, c'est pourrait-on envisager du cabotegravir avec des populations qui sont plus ou moins observantes, ou est-ce que le bénéfice-risque qui devient problématique et il faudrait réserver le cabotegravir uniquement à ceux qui sont déjà bien observants sous PrEP ? Auquel cas, ça ne sera pas un game changer. Et le risque qu'on va avoir, c'est que le cabotegravir en PrEP va peut-être plus servir à des populations qui l'apprennent plutôt bien. Mais les jeunes filles qui initient la PrEP et qui ne reviennent pas au bout de 2 mois, les travailleuses du sexe avec qui on a plus de difficultés, le game changer, ça sera peut-être les formes à 6 mois ou les formes à 12 mois. Et la question, a été présentée là une forme d'injectable à 6 mois. Est-ce qu'on a une idée de la timeline ? C'est-à-dire, on en est où dans les études et est-ce que ça sera un produit qui pourrait arriver d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans ? Bon, concernant le lenacapavir, là, je ne vois pas arriver vraiment quelque chose disponible pour le Sud dans 1 an ou dans 2 ans. Je pense que ça va prendre encore un peu plus longtemps que ça. Et puis, c'est de la question aussi, c'est avec quoi ça sera associé, d'accord ? Donc, c'est des questions qui restent ouvertes sur l'association du lenacapavir avec quel autre médicament, et beaucoup de questions virologiques en termes de résistance qui sont totalement ouvertes. Donc, je ne vois pas ça dans une perspective vraiment immédiate. Je pense que par rapport à la remarque sur, effectivement, cabotegravir, de s'assurer qu'il s'agit d'une population bien compliante, c'est le profil idéal, d'accord ? C'est quand même, voilà, il y a quand même peu de risques virologiques, mais il existe. C'est quand même délicat, mais cette question, elle se pose aussi sous les voies orales et malgré tout dans les essais cliniques. Et c'est un essai clinique, hein, ce n'est pas les situations en schéma réel, en vie réelle. Dans les essais cliniques, malgré tous ces enjeux, ils ont pris des populations naïves de PrEP et ils ont démarré, ils ont montré une supériorité. On a ensuite une question de Pierre Tadevin et après on aura une question en ligne de Sophie Matron. Oui, merci bien Roland pour le topo très clair. Pour revenir un peu sur la problématique de la prise de poids sous dolutegravir dont parlait Éric Delaporte, est-ce qu'on commence à avoir un peu de recul avec le cabotegravir, soit en PrEP, soit en traitement, sur le risque que ça entraîne des prises de poids aussi ? Non, personnellement, j'en ai pas. Je ne peux pas te dire, j'ai pas vu. Peut-être que certains, au dernier congrès, j'en ai pas vu citer. Bon, alors la prise de poids reste quand même un effet de classe sur les anti-intégrases. Maintenant, sur les formes injectables, peut-être que c'est un petit peu différent. Mais voilà, je n'ai pas de données. Merci. Ensuite, on a une question de Sophie Matron. Bonjour à tous, les données sur grossesse dans les essais PrEP sont très limitées et peu rassurantes, même si la pharmacocinétique est OK. A-t-on d'autres données ? Même chose, Sophie, je n'ai pas de données complémentaires sur transmission materno-fétale et cabotegravir.
Et voilà, je crois que c'est en cours et pour l'instant, ils n'ont pas de données. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Pierre-Marie Gérard. Oui, salut Roland. Une petite question là sur. On a un comparatif Cabot versus Cabot-Rilpi, aussi bien en PrEP qu'en relais? Non, on a le Cabot tout seul dans la PrEP, Ouais. versus le standard Teno XTC, et on a Cabot-Rilpi versus les thérapeutiques Peros dans le traitement. D'accord. Et donc finalement, cette Rilpi, on en a besoin ou pas? On en a besoin dans une bithérapie de traitement. Impérativement. Bon, on ne fait pas de la thérapie de Cabot. On est d'accord. On est d'accord. Et justement, si je pose la question, c'est que aussi, je pense que tu as entendu ce qu'a présenté Eric tout à l'heure sur les 2 grands essais avec Dolu. Et j'avais une question d'ailleurs pour Eric au passage. Il y a chez les patients qui avaient des résistances aux Denuc, qui ont été mis sous Dolu, il y a un taux de succès qui est relativement bon. Tu peux nous repréciser la durabilité de cet effet? C'est-à-dire que c'est une courbe plate. Tu nous as dit que tu avais des données à 5 ans, je crois. Bah, si tu veux, oui, elle est plate et elle finit par diminuer avec le temps, mais à des taux de près de 80%, avec une différence qui se fait entre l'efavirenz et le dolutegravir, mais à partir de 4 ans seulement. Tu vois. Et au début, on n'a pas de différence significative entre les 2 bras, malgré les backbones différents, tu vois, en termes de résistance. Donc ça, c'est un point important en termes, dans la vraie vie de la prise en charge, oui. Oui, et qu'est-ce qu'on en déduit finalement? Est-ce que ça veut dire... c'est un peu compliqué cette affaire, parce que 4 ans, ok, on passerait de 90% de succès à 80%, c'est ce que tu dis, à 4 ans? Ça dépend, oui. Et en termes de résistance, on a eu... De résistance, en dolutegravir, on en a eu 0. Ouais, ok. 0. Et clairement, les favirenz, tous ceux qui sont sortis, oui. Et donc, chez ces réplicants sous Dolu, il n'y a pas eu de... Non. On n'a pas eu de... On avait très peu de patients en monothérapie de dolutegravir effective. On en avait très peu. Donc on n'a pas eu d'échec au dolutegravir et on n'a pas eu de mutation, je veux dire, au dolu de résistance sur 5 ans. C'était sur 2 fois 300 patients. Et dans l'étude Advance, où il y avait 2 bras avec le dolutegravir, ils n'en ont pas eu non plus. Et eux aussi sur 4-5 ans. D'accord. Et enfin, dernière question, qu'est-ce qu'on sait, je ne sais pas si Roland peut y répondre, mais qu'est-ce qu'on sait de l'impact de Rilpi dans les prises de poids, les gens qui sont sous Dolu-Rilpi? Non, a priori, c'est un effet du Dolu. Clairement, c'est un effet du Dolu, c'est un effet qu'on a observé aussi avec le bictegravir, c'est franchement les molécules s'approchent. Ouais. Un peu moins avec le raltegravir ou l'elvitegravir, mais c'est un effet de classe. Donc, mais ce n'est pas la Rilpi qui intervient dans la prise de poids. Et l'effet genre, on en est où? L'effet genre, c'est clairement un effet observé beaucoup plus fréquemment chez les femmes que chez les hommes. À peu près toutes les études le montrent. Le mécanisme est toujours pas très clair. Et voilà, donc effectivement, dans les populations subsaharienne, d'origine subsaharienne, chez les femmes qui prennent du dolutegravir ou du bictegravir, évidemment, il y a une prise de poids dans une proportion très importante. La question d'avenir, ce qu'évoquait Eric, c'est la question potentielle de changement de stratégie vers laquelle est-ce que c'est un retour à l'efavirenz 400, est-ce qu'il faut introduire de nouveaux non-nucs, et est-ce qu'on va observer une stabilisation du poids ou une réversion de la prise de poids? On n'a pas encore de données. Ok, merci. Et dans Advance, la prise de poids, alors il y avait fait Dolu chez Advance, chez Senamzal, mais Advance avait le TAF, et TAF plus Dolu, alors là c'était... oui, tu as raison d'insister là-dessus, il y a l'effet de à peu près 3 kilos avec le TAF par rapport au ténophobie. Et là, encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, mais puisqu'on est dans journée scientifique en lien avec l'international et en particulier l'Afrique, on voit à quel point refaire des essais cliniques sont importants et éthique. Et pour revenir sur la PrEP, le dolutegravir, je ne règle pas mes comptes, mais
Vive, pendant 2 ans, ne nous a pas financé de dolutegravir. C'est grâce à United qu'on l'a eu avec le lobbying. Et pour la PrEP, actuellement, la NRS a financé depuis plus d'1 an et demi un essai clinique avec le carbo. Vive refuse de fournir. Donc maintenant, il va y avoir, grâce à United, qui rendre... Mais on se retrouve, tu disais, il y a 30 ans, c'était etc. On se retrouve dans la même logique d'un blocage de certaines firmes par rapport à l'évaluation de ces molécules dans la vraie vie, dans un autre contexte. Et ça, il faut vraiment insister là-dessus parce qu'on voit qu'on découvre des effets secondaires qu'on n'a pas vus. Les populations sont différentes, les contextes sont différents, etc. Les prises de risques sont différentes. Et tu l'as souligné, on a finalement très peu de données, quasiment pas de données encore aujourd'hui sur la PrEP et sur les long-acting. Et malheureusement, c'est lié aux freins de l'industriel une fois encore. Donc là aussi, on est... Vas-y. Tu as parfaitement raison de soulever cette question. On sait très bien que l'industrie, finalement, du bout des doigts, nous donne des molécules pour les essais cliniques quand leur développement, voire quasiment leur commercialisation est aboutie. Il faudra trouver un autre mécanisme. Évidemment, il va falloir mettre très très vite en parallèle tout de suite des mécanismes d'approvisionnement en molécules via les agences pour mener à bien des évaluations de stratégie. On perd trop de temps. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Le dolu était très facile à génériquer, hein. On l'a. Oui. Mais pour l'instant, les long-acting, non. Merci Roland.